L'Europe conserve la mémoire de l'Andalousie musulmane, mais elle oublie que l'islam a aussi rayonné plus de 4 siècles en Sicile. Les musulmans ont marqué la culture locale, édifié des trésors d'architecture, contribué à l'essor de l'agriculture et de la science. Durant la période médiévale, où les géographes représentaient les pôles nord et sud de façon inversée, le plus célèbre d'entre eux, Al-Idrissi, a réalisé son œuvre majeure en Sicile, un grand planisphère en argent et un livre de commentaires synthétisant le savoir cartographique de l'époque. Une figure éminente de la culture arabe en Sicile est sans aucun doute Al-Idrissi. Je le considère comme le père de la cartographie moderne. En effet, il a travaillé toute sa vie à Palerme parce qu'il a été invité, très jeune, par le roi Roger II de Hauteville, le premier roi normand de Sicile, couronné en 1130. Il a été invité et il a travaillé toute sa vie en Sicile. Al-Idrissi est venu d'Andalousie, précisément de Ceuta, mais il vivait en Andalousie. Il arrive vers 1130 et effectue ses recherches durant une vingtaine d'années. Ces travaux sont effectués à partir de témoignages de voyageurs, à travers les récits de gens qui se sont rendus dans différents pays. Et il recueille ainsi tout ce matériel durant de nombreuses années. Par conséquent, le travail d'Al-Idrissi n'était pas cantonné à la Sicile. L'œuvre voulue par le roi Roger concernait en fait le monde entier. Al-Idrissi illustre la richesse de la production intellectuelle des musulmans de Sicile. Mais il n'est pas le seul. La poésie arabe atteint son apogée dans l'île avec des poètes comme Ibn Rashid et Ibn Hamdis. Ce dernier consacrera des milliers de vers à la Sicile après son expulsion à la fin du XIIe siècle. Les travaux de lexicographie et de grammaire de linguistes comme Al-Makki, Ibn al-Qatta ou encore Ibn al-Bir feront longtemps référence. La Sicile a aussi donné naissance à Jawhar al-Sikili. Ce général établira le plus grand empire fatimide et fondera à la fin du Xe siècle, en Égypte, la ville du Caire et l'une des toutes premières universités du monde, Al-Azhar. Les musulmans de Sicile contribueront aussi très largement à la traduction et à la transmission de la culture grecque à l'Occident. La riche histoire de la Sicile musulmane commence en fait en 827, lorsque les premiers d'entre eux venus de Kairouan débarquent à Mazara del Vallo, à l'extrême sud-ouest de l'île. Les musulmans s'installent dans une Sicile qui est byzantine. Et il faut se rappeler de ce qu'est Byzance. Parce que Byzance est à l'époque un empire très puissant, au 6e, 7e et 8e siècle, avec probablement l'une des armées les plus redoutables au monde. Mais chez nous, en Italie méridionale, chez nous, en Sicile, ils se sont surtout installés pour des raisons fiscales. Ils ne sont pas intéressés par le développement de nos terres. Ils veulent juste qu'on leur verse des impôts. C'est pour cela qu'on ne peut pas parler de conquête. Au départ, les musulmans qui arrivent ici n'ont pas l'intention de s'installer. Ils effectuent essentiellement des razzias. Mais comprenant petit à petit qu'il n'y a pas d'hostilité majeure à leur encontre, alors ils s'installent. Malgré le ressentiment de la population locale à l'égard des Byzantins, il faudra 75 ans de durs combats aux musulmans pour devenir maître de la Sicile. Palerme, prise dès 831, devient leur capitale et connaît un rapide essor économique. Elle comptera jusqu'à 300 000 habitants et plus de 300 mosquées. De nombreuses autres sont construites dans toute l'île, mais il n'en subsiste aujourd'hui qu'un seul vestige, découvert dans le site archéologique de Segesta, à l'ouest de la Sicile. Quant à la population musulmane, elle est à l'époque très hétérogène. Ce sont des Berbères, des Kabyles. Ils viennent d'Al-Andalus, ils viennent du Maroc, d'Algérie, de Tunisie. Nous ne sommes pas en présence d'une ethnie,
d'un peuple. Mais il y a quelque chose de très important, une identité collective religieuse. Ils sont unis dans la religion. La Sicile médiévale va s'enrichir de populations musulmanes, chrétiennes et juives venues d'Europe, d'Afrique et d'Asie, qui s'arabisent rapidement. La petite ville de Cefalù au nord de la Sicile témoigne du développement que les échanges interculturels et le commerce avec le bassin méditerranéen vont offrir à la Sicile. Parmi toutes les techniques mises au point par les musulmans, celles qui concernent l'eau sont les plus remarquables. Lavoirs, thermes, canaux, aqueducs et systèmes d'irrigation sont encore visibles de nos jours. En un siècle et demi de domination, les dirigeants musulmans lancent un vaste plan agraire en développant la culture des agrumes et de nombreuses espèces de légumes. La canne à sucre, le papyrus, le coton, le henné et l'indigo y sont aussi cultivés. La Sicile devient un producteur et exportateur de soieries, turbans, robes, voiles, couvertures et de tapis. Les musulmans construisent de nombreux bâtiments, établissent une administration efficace et favorisent un développement équilibré du territoire entre villes et campagnes. Mais malgré le faste de cette période, des dissensions internes mettent fin à la domination musulmane et en 1091, la Sicile passe aux mains des Normands. La seconde période d'unité pour les musulmans a lieu sous la domination normande, lorsqu'ils retrouvent une identité dans cette société. Et ce sera la deuxième époque du monde musulman en Sicile. Un monde capable d'échanger avec les Normands, au point de marquer cette société par un dialogue interculturel dont ne sont pas exclus les Juifs, encore très nombreux à l'époque. Même sous domination normande, la Sicile continuera de bénéficier du savoir-faire des musulmans. Une tour de guet subsiste aujourd'hui sur le mur de l'ancienne ville de Palerme, au sein de la demeure du comte Federico. Elle témoigne de la maîtrise technique des musulmans de l'époque. Nous sommes devant la tour arabo-normande. La tour de guet, qui est très ancienne puisqu'elle prend directement appui sur le mur antique de la ville qui est sous nos pieds. C'est l'unique tour qui existe encore de cette période. La tour a été construite au XIIe siècle. Tout autour de nous était construit le mur de la cité, de cette sorte de péninsule que constitue la ville de Palerme, avec de nombreuses tours de guet. Et c'est donc la seule tour que nous pouvons encore voir aujourd'hui. Nous avons ici un merveilleux exemple architectural de la collaboration entre Arabes et Normands, parce que les Normands, en conquérant la Sicile, ont appris beaucoup de choses des Arabes. Derrière moi, nous avons un système d'aération. Concrètement, il y a des trous dans les murs qui sont ouverts de haut en bas. En général, au-dessous, il y avait de l'eau, et l'air chaud pouvait monter, sortir par le haut. On mettait également des étoffes humides dans ces ouvertures, et en séchant, ces étoffes faisaient descendre la température. Ce style arabo-normand est sans nul doute un système de collaboration unique au monde. L'arrière-pays témoigne encore de la richesse de la présence musulmane. Les techniques développées trouvaient leur application dans toute la Sicile. Le petit village de Cefaladiana au nord de l'île possède l'unique exemple de thermes du Xe siècle. Des bains d'eau chaude qui ont fonctionné depuis l'époque de l'émirat arabe de Sicile jusqu'à une période toute récente. Parmi les choses importantes qui nous ont été transmises par les musulmans en Sicile, il y a les thermes. Bien sûr, elles n'ont pas été inventées par les musulmans. C'est un héritage des Romains, qui eux-mêmes l'ont hérité des Grecs. Ce sont les Grecs qui ont inventé le thermalisme, mais les Romains l'ont industrialisé. Et ainsi, tout ce qui a été développé par les Romains a été adopté par les musulmans. Mais les musulmans ont conféré à leurs thermes quelque chose de sensationnel, du point de vue esthétique, et même une vision hiérarchique. La vision hiérarchique est celle de l'émir qui bénéficie de la première eau, suivi d'un bain collectif pour tous les autres.
Les gens se baignaient dans une eau autour de 35 degrés, donc quelque chose de très agréable. Sans compter que cela faisait aussi fonction de hammam, parce que l'environnement était empli de vapeur. Et dans ces thermes de Cefaladiana, on voit clairement des trous dans le plafond qui permettaient à la vapeur d'eau de sortir. Sous domination normande, la population sicilienne est encore constituée de 60% de musulmans. Comme la quasi-totalité de leurs sujets, les rois normands parlent arabe. Grand admirateur de cette culture, Roger II de Sicile était entouré à sa cour de soldats, de poètes et de scientifiques musulmans. Il a employé des architectes arabes à la construction de ses bâtiments, notamment de la chapelle palatine. Et le manteau royal de son couronnement portait une inscription en arabe avec la date de l'hégire. C'est un système excellent, qui a parfaitement fonctionné et qui a garanti à la Sicile plus d'un siècle de stabilité entre les communautés. C'est une période phare. Il y a quelque chose que l'on voit dans tous les palais durant cette période normande. Ce sont des inscriptions en arabe koufique qui parcourent les frises en haut des murs et qui sont des éloges adressés au roi. À l'entrée de la chapelle palatine, au palais royal, une inscription sur le piédestal d'une clepsydre, une horloge à eau, souhaite au roi, en arabe, en grec et en latin, de vivre pour l'éternité, parce que sa prévoyance, sa bonne gouvernance en font quelqu'un de reconnu, aussi bien par les Normands que par les musulmans eux-mêmes et par les Juifs. Autre fait remarquable, nous avons la mémoire écrite d'un tremblement de terre. Et dans le palais royal, c'est la panique. Les gens sont épouvantés. Et la réaction des musulmans, les domestiques du roi normand, est immédiatement de s'agenouiller pour la prière. Et bien sûr, ils prient Allah. Le roi sort de ses appartements et il trouve ses domestiques au sol qui, naturellement, se lèvent, par respect pour lui. Le roi dit alors, « Non, je vous en prie, continuez d'invoquer Dieu. Ce n'est pas un problème que vous priez. Nous implorons le même Dieu. Priez donc. » À Palerme, la mosquée côtoie la synagogue. De nombreux chrétiens s'habillent à l'oriental et l'arabe est encore leur langue maternelle. Comme dans les palais d'Orient, la résidence d'été du roi normand, la Ziza, est rafraîchie par les fontaines et de petits canaux. La monnaie des rois normands est toujours frappée en arabe et est datée d'après l'hégire. Les registres de la cour royale sont rédigés en arabe. Le droit normand s'inspire largement de la loi islamique et l'élite de l'administration est pour l'essentiel composée de musulmans. La cathédrale de Palerme verra le jour au XIIe siècle sur l'emplacement de la grande mosquée du Vendredi, fondée 3 siècles plus tôt. À l'entrée, un cartouche en arabe rappelle la coexistence pacifique des 3 religions monothéistes. Mais sous la pression de l'expansion de l'Église de Rome, le roi Frédéric II met brutalement fin à cette période fructueuse en expulsant les musulmans au début du XIIIe siècle. Questo allontanamento degli arabi anche dalle varie cariche, gran parte delle cariche pubbliche, anche sotto i... Sous les rois normands, une grande partie des responsabilités publiques était assurée par des musulmans. On ne faisait pas de distinction. Mais ensuite, on assiste progressivement à ce que l'on appelle la chasse à l'arabe. La tentative de se débarrasser des Arabes, une situation qui culmine avec Frédéric II. Di allontanare gli arabi e il culmine si raggiunge con Federico II. Ci troviamo in un angolo del golfo di Castellammare, Nous nous trouvons à un angle du golfe de Castellammare. Et tout ce que l'on voit autour de nous évoque le souvenir de l'époque arabo-musulmane en Sicile. In Sicilia. Les montagnes qui se trouvent en face de moi abritaient des cités aujourd'hui détruites comme Cinisi, une des places fortes de la résistance arabe. Il existe une nouvelle ville de Cinisi qui a été créée à un autre endroit. Cinisi a été détruite à l'époque de Frédéric II.
À partir du XIIIe siècle, l'Église n'aura de cesse d'éliminer les traces de la présence musulmane en Sicile et de gommer toutes les références à une coexistence pacifique et féconde entre religions. Peu à peu, la mémoire de cette période sera éclipsée et réécrite à la seule gloire d'un christianisme tout-puissant. Il faut également ajouter un autre élément culturel que l'on voit souvent à Palerme, le théâtre de marionnettes. Parce que le théâtre de marionnettes n'est rien d'autre que le pendant de ce que les Français appellent la chanson de geste, qui est la chanson de guerre. Génération après génération, nous donnons à voir des chevaliers chrétiens triomphants, loyaux, pleins de morale et d'ardeur sacrée, faisant face à des musulmans qui sont systématiquement vaincus, qui sont toujours montrés comme ils n'ont jamais été en réalité. Vincenzo Argento est le dernier fabricant de marionnettes de Palerme. Il perpétue cette tradition du théâtre populaire qui a véhiculé durant des siècles la mémoire imaginaire de la Sicile médiévale. Il y a des scènes très belles qui racontent ces faits où les musulmans prennent une dimension importante dans le théâtre. Je les vends aussi en fonction du costume qu'ils portent. Je m'inspire de ce que décrit le livre pour le théâtre, ce que le personnage doit faire, comment il doit être réalisé, ou quel emblème il doit porter. Toutes ces choses que l'on doit respecter pour être fidèle au personnage. Voilà un musulman. Vous voyez le travail qu'il y a ici. Il porte la demi-lune et l'étoile. Il porte son emblème. Et même le cimeterre. Donc c'est un travail très minutieux sur lequel on passe beaucoup de temps. La mémoire de la Sicile musulmane s'est transmise à travers les siècles, souvent à l'insu des habitants. Plusieurs des plus importants marchés de Palerme ont été créés par les musulmans du Moyen-Âge. On y retrouve encore aujourd'hui de nombreux produits venus à l'époque médiévale, d'Irak, d'Iran, ou même des régions islamisées de l'Inde ou de la Chine. La région de Sicile a décidé d'exhumer et de valoriser son passé islamique. Située sur les hauteurs de Palerme, la cathédrale de Monréal a notamment été construite par des architectes et artisans musulmans sous le règne de Guillaume II. Cesare est chargé de restaurer les mosaïques du sol, réalisées au Moyen-Âge par des artisans venus d'Asie centrale. C'est en méditant sur ces formes géométriques qu'il s'est converti à l'islam il y a 8 ans. Une personne âgée venue des États-Unis m'a raconté une légende que lui avait rapportée son grand-père et qui concerne ce carré de mosaïque qui se trouve à mes pieds. En effet, la géométrie de ce panneau est un peu anormale au regard des autres figures, parce qu'elle est orientée dans une direction différente de la géométrie des autres modules. Alors, cette femme m'a raconté que l'artisan musulman qui avait réalisé cette décoration avait voulu indiquer ici la direction de la Qibla, c'est-à-dire la direction de la Mecque, la direction vers laquelle se tournent les musulmans pour faire leurs prières.
Et donc, j'étais curieux de vérifier cette histoire. Et effectivement, j'ai découvert que c'était la direction parfaite de la Mecque. Et comme vous pouvez le voir, la géométrie ne correspond pas aux diagonales qu'ont toutes les autres étoiles. Elle est légèrement décentrée. Il est intéressant de ressentir le lien qui existe entre l'histoire médiévale de la Sicile, c'est-à-dire entre la période où la Sicile était Dar al-Islam, une terre musulmane, et la conversion de nombreux Italiens à l'islam. Cela me fait penser à un jardin qui est labouré, défriché, dans lequel il ne reste même pas un brin d'herbe. Mais quand il se remet à pleuvoir, même ce qui semblait mort se met à refleurir. Ainsi, ces graines que l'islam avait laissées dans cette terre au XIIe siècle émergent à nouveau, comme si la Sicile avait été un lieu où les différents aspects de la spiritualité universelle pouvaient coexister en harmonie, avec intelligence, avec créativité. Aujourd'hui, ces conditions sont à nouveau créées et les musulmans peuvent professer une foi, une spiritualité qui ne s'oppose pas à celle des autres cultures, mais qui s'harmonise et se complète. Alessandra a découvert l'islam dans sa terre natale de Sicile à travers la musique et le chant sacré. Mais ce qui l'a d'abord frappé, ce sont les influences de l'arabe sur la langue sicilienne et sur les noms de lieux. Linguistiquement, de nombreux mots de la langue sicilienne que l'on appelle le dialecte sont en réalité d'origine arabe. Ce sont les mêmes. Quand une personne se sent très mal ou est très triste ou a de gros problèmes, en sicilien on dit meschino, en arabe on dit mesquine, et ça veut dire exactement la même chose. Ou bien les sacs de femmes en paille, les sacs très simples avec des anses s'appellent kofa en arabe, et on les appelle aussi kofa en sicilien. Il y a également beaucoup de termes liés au système de mesure de la terre, de noms de communes, comme par exemple Caltanissetta, qui vient de Calatnissa, ce qui signifie porte des femmes. Et beaucoup de villages ont ce préfixe. Tanti paesini in Sicilia hanno questo prefisso. L'élément arabe se retrouve dans de très nombreux aspects. Dans une certaine manière de ressentir les atmosphères, les perceptions, les émotions, et dans une certaine modalité du chant. Je parle aussi en tant que musicienne. Par exemple, le chant de tradition orale sicilienne se produit avec la même émission de voix qu'on utilise dans le monde arabe, donc très guttural et avec une voix de tête. Et c'est un chant extrêmement riche, très structuré. C'est une ligne continue dans le temps. C'est un aspect très fort, très beau. Tout le monde n'en est pas conscient, mais en l'étudiant de l'intérieur, en étudiant la musique, cela devient un fait vraiment très évident. Il y a la même façon d'utiliser la voix, la même façon de porter la mélodie, la même façon de l'enrichir. Cela m'a beaucoup frappé, m'a poussé à étudier en Tunisie et à étudier l'instrument dont vous m'avez vu jouer tout à l'heure. Et cela a été la clé qui m'a permis d'entrer dans l'islam. J'ai commencé à étudier la musique sacrée et c'est ainsi que je suis parvenue à la mystique soufie. Mon entrée dans cette voie est justement due au fait que je suis sicilienne et que j'aime la musique. Je m'intéresse à la lutherie, à la fabrication d'instruments orientaux. Avec un ami musicien, nous avons un projet ambitieux, inspiré par les peintures du plafond de la chapelle palatine, où sont représentés des musiciens du XIe siècle. Faire une reconstruction historique et scientifique de ces instruments et retrouver les sonorités de la musique telles qu'on l'a jouée en Sicile au Xe et au XIe siècle, avec ses influences asiatiques, parvenues jusqu'à nous grâce aux musulmans.
La poésie traditionnelle sicilienne a une métrique propre qui est le sonnet, composé de vers à mètre syllabique. Mais c'est vrai qu'il y a une continuité avec la poésie traditionnelle médiévale arabe, comme les muashahat, qui étaient des formes métriques musicales, ou que ce soit dans les formes populaires, comme les munajal. Dans beaucoup de cas, il est resté également des images. Pas seulement la quantité de mètres et les formes poétiques précises, mais il y a eu une véritable transmission d'images. Par exemple, une façon d'indiquer les richesses du cœur dans le monde imaginaire arabe se traduit par l'image du jardin. Cette image du jardin est transmise de manière identique dans la poésie traditionnelle sicilienne. La Sicile médiévale a été un exemple très éclairant sur la façon dont des cultures et des religions diverses, des langues différentes, des traditions culturelles distinctes pouvaient vivre ensemble. Pas seulement en paix, mais en mettant ensemble leurs forces créatives pour générer quelque chose de nouveau à partir de toute cette richesse. Aujourd'hui, nous avons la même perspective. À Palerme vivent ensemble de nombreuses ethnies et des musulmans d'origines diverses. Des Bangladais, des Pakistanais, qu'ils soient sunnites ou chiites, des communautés soufis ou des musulmans qui se retrouvent davantage dans une pratique traditionnelle. Cette année, par exemple, nous avons tous fêté ensemble le Maoulid, la naissance du prophète Mohammed, et entonné des chants de dévotion dédiés à la famille d'Ali, avec nos frères sunnites. Tout cela en parfaite harmonie. Et ce qui est important, c'est que les chrétiens étaient aussi invités à cette fête, ainsi que des Tamouls hindouistes. Il y avait également des bouddhistes zen. On a célébré la fête tous ensemble, parce que le divin, Allah, n'est pas seulement le Dieu des musulmans, mais c'est le Dieu de l'univers et de tous les êtres humains. Et le Dieu de tous les êtres humains ne peut qu'inspirer un vivre ensemble de paix, d'amour et de fraternité.